Le premier vœu de bonheur adressé aux jeunes couples est le plus souvent celui de parvenir à une forme d'accomplissement, à un idéal. Un idéal commun est nécessaire, mais la première question qui se pose à mon sens n'est pas tant celle d'atteindre un but que de ne pas gâcher la vie que nous avons. Ne pas gâcher la vie peut être un idéal, lorsque certains idéaux peuvent contribuer à gâcher la vie. Aussi, il n'est pas forcément indispensable de réfléchir à ce qui nous rassemble et ne pose donc pas de problème, alors qu'il est indispensable de réfléchir à ce qui nous oppose et nous éloigne. Nous semblons l'ignorer, mais lors d'une première rencontre, une longue histoire est déjà écrite. Elle porte en elle l'amour, la fascination, mais aussi les griefs et l'agressivité que se vouent les hommes et les femmes. Ainsi, ce qui opposera le couple ne relève pas tant de la personnalité des deux partenaires que de cette grande histoire qui précède leur union. Cette histoire est la vôtre, comme celle de chacun. C'est pourquoi, en m'adressant à vous, mes chers enfants que j'aime tant, c'est à tous ceux qui m'écoutent que je m'adresse. Et certainement faut-il concevoir quelque chose d'universel pour bien aimer. Si vous atteignez l'amour, c'est-à-dire la pleine humanisation de l'autre, vous atteindrez l'humanité même. Aussi, ne soyez pas surpris si je vous dis que pour aimer une femme, il faut d'abord aimer les femmes, et que pour aimer un homme, il faut d'abord aimer les hommes. Mais un étrange héritage, venu d'un lointain passé, a voulu qu'avant même de se connaître, et malgré le besoin d'amour, les hommes et les femmes nourrissaient l'un envers l'autre de profondes rancunes. Ces rancunes ancestrales, semblant venir d'un autre monde, se transformeront dans les conflits que vous aurez personnellement à affronter. La haine des hommes va se transformer dans la haine de l'époux, et la haine des femmes va se transformer dans la haine de l'épouse. C'est pourquoi la problématique de l'amour est une problématique collective. S'il en était autrement, des personnalités naturellement pacifiques et amoureuses n'auraient pas à se confronter au tourment de l'amour. Or, personne n'y échappe. J'espère aussi que vous pardonnerez cette étrange conception qui consiste à considérer que ce qui va agiter votre vie conjugale dépend moins de votre personnalité que d'une partition déjà écrite. Votre personnalité, votre liberté, s'exprimera précisément à travers ce que vous serez capable de faire avec cette partition. C'est donc un impératif majeur de l'amour de comprendre en quoi cette histoire consiste. Il était une fois un crime originel, c'est-à-dire le regard porté par la famille et par le monde sur la petite fille, quelque chose qui fit d'elle un être inférieur au garçon. Mais nous aurions pu commencer ainsi. Il était une fois un crime originel, c'est-à-dire le regard porté par la famille et par le monde sur le petit garçon, quelque chose qui le rendit aimable et attrayant pour une qualité ou un pouvoir qui n'existe pas. Ainsi, la petite fille fut insuffisamment aimée pour ne pas posséder un trésor imaginaire, et le petit garçon fut aimé pour autre chose que lui-même. La référence indépassable du pouvoir, incarnée par ce qui se situe entre ses jambes, ce qu'on appelle le phallus. Si le phallus n'était pas un simulacre, comme disait quelqu'un, alors les hommes seraient semblables à ce que les jeunes filles peuvent s'imaginer d'eux, des êtres habités par un pouvoir mystérieux. Dans un premier temps, la magnificence phallique s'incarne dans les attributs de la virilité. Ainsi, ce n'est pas simplement la force qui est manifestée ou recherchée, mais une puissance redoutable. Ce n'est pas seulement le courage qui doit habiter l'esprit masculin, mais un héroïsme glorieux. L'humain est une exagération, et les jeux des petits garçons se construisent sous le signe de leur propre survalorisation. À l'opposé de cela, les petites filles que nous pouvons, dans cette logique,
considérés comme des martyrs, auront à intégrer leur infériorité, voire leur insignifiance à l'égard de l'objet du désir. Il me semble important de souligner la confusion qui s'opère entre le symbole et la réalité. Tous les fétiches du monde, comme l'argent, sont des traductions et des prolongements du fétiche absolu représenté par le sexe de l'homme. Cette confusion qui conduira le garçon à chercher les signes de sa propre puissance et qui rendra la petite fille comme insignifiante à ses propres yeux doit être considérée comme une maladie de l'esprit. C'est une dramatique réalité de concevoir que les femmes souffrent d'un complexe de castration. Ces facteurs gravés dans la mémoire, puis occultés, sont des névroses. Ils constituent des archétypes d'une rigidité extrême, puisqu'ils sont compris comme une réalité incontournable. Mais voici la suite de l'histoire. On peut comprendre la satisfaction de l'humain à créer une référence à sa gloire, ce qui le rend supérieur à la nature, et si l'on s'arrêtait ici, nous pourrions imaginer la féminité comme un état proche du néant. Or, si la référence du pouvoir est le phallus, la société a permis à la femme de réparer son manque de phallus, sa castration, par des objets de substitution. Faire un enfant est la plus belle chose qui soit. Mais il est à la fois objet d'amour et de projection. L'enfant mâle, représente l'objet de réparation le plus important qui soit. La grossesse est pour chacun un paradis perdu. Là où la mère pouvait concevoir l'enfant comme une partie indistincte d'elle-même. Cet enfant qui possède, qui en quelque sorte est lui-même le phallus, la partie manquante. Il s'agit de posséder pour la femme ce qui possède le phallus. Et ce n'est pas le moins tragique dans l'histoire que de concevoir l'infériorité de la fille dans les yeux mêmes de la mère. Dominer le dominant, voici le destin réparateur du pouvoir au féminin. La mère est l'archétype de la puissance féminine, un être vénéré. Les enfants lui sont assujettis et l'amour fusionnel qu'elle produit est lui-même l'archétype d'un amour idéal. Ainsi, dans ce monde apparemment masculin, s'exerce à l'origine une astucieuse répartition des pouvoirs. L'homme règne sur le monde, l'extérieur, tandis que la femme règne sur le foyer, l'intérieur. À ces simples mots, on comprend facilement que nous avons rejoint le centre de notre sujet et qu'une opposition structurelle déchire les hommes et les femmes. Aux yeux de la femme, l'influence qu'elle opère, ses manipulations et calculs, sont les outils nécessaires à sa réparation. La croyance ancienne en sa propre infériorité font de la domination de l'enfant ou du mari un rééquilibrage indispensable. En somme, la préservation même de sa dignité est ce par quoi elle se fait l'égale de l'homme. La femme entretient un rapport paradoxal à la puissance phallique et donc à l'homme. Par définition, ce qui se rapporte au phallus et à ses déclinaisons relève de la fascination et du fétichisme. Mais en même temps, le fétiche phallique est le signe direct de son infériorité, ce pourquoi il est haï. Ainsi, l'image masculine se divise pour la femme entre une représentation idéalisée et à son opposé l'incarnation détestable de la puissance. Malgré ses efforts pour être aimé comme un être idéal, l'homme a bien peu de chances d'apparaître comme tel dans la durée du mariage. Et peu à peu, s'estompe chez la femme l'image si flatteuse qu'elle avait cru percevoir chez son conjoint. Pire encore, à l'épreuve de la vie partagée et du temps, l'épouse se rend compte que son mari possède les caractéristiques détestées du mâle abusif. Parallèlement, le mari n'échappe pas à la dégradation de l'image idéalisée de son épouse et voit sa partenaire correspondre toujours davantage à ce qu'il exècre de la féminité.
Ainsi, les images idéales finissent par être reléguées à d'autres, tandis que le foyer se transforme en un champ de bataille. À partir de là, la vie se gâche, et le petit paradis familial se transforme en enfer. Les mots durs remplacent les mots doux, et la dévalorisation de l'autre remplace sa valorisation. Les hommes ont une propension à criminaliser la sexualité féminine. Rationnellement, il est absurde de concevoir que la sexualité puisse être naturellement néfaste. Je pense que l'homme fait une confusion entre la sexualité féminine et l'idéal masculin de la femme, un idéal auquel il est voué à ne pas correspondre. Quelque part, l'homme mène une bataille pour diriger vers lui l'attention et le désir de sa conjointe, comme si, par nature, ce désir lui échappait. Pour ma part, je pense que la sexualité féminine est la chose la plus merveilleuse du monde. Mais je pense aussi que l'image de la putain ne se réduit pas au délire de l'homme. En effet, le conjoint est destiné à déchoir de sa position idéale, tout simplement parce qu'il est un être réel. Mais les femmes devront m'excuser d'interrompre ici un strict parallélisme entre les injustices commises par les uns et les autres. En effet, ce parallèle doit être établi sur un plan plus large. Les hommes sont éminemment condamnables pour être les auteurs des guerres et des atrocités qui font l'histoire. C'est là l'expression la plus haute, mais aussi la plus barbare de leur pouvoir. Le fait que les femmes aient si peu participé aux guerres laisse penser à certaines féministes que le féminin est dépourvu de la volonté même de pouvoir. C'est un mensonge dangereux qui fait des hommes des criminels et des femmes de pures victimes. La réalité est plus complexe. Tandis que l'homme exerce originellement sa puissance dans le monde extérieur, la femme l'exerce dans le foyer. Or, il n'existe pas de pouvoir psychologique exercé sur quiconque qui soit un pouvoir positif ou justifiable. C'est toujours au prétexte d'élever, d'éduquer ou de convertir les autres que se commettent les crimes de l'esprit. Dans le rapport amoureux, la femme se situe dans une position tout autre que l'homme. Depuis sa plus petite enfance, son être est brimé et humilié au point de ne pas trouver de valeur intrinsèque dans sa propre féminité. Le garçon, apparemment libre, joue et exhibe sa force. En quelque sorte, elle se doit d'aimer celui qu'elle jalouse et déteste. Je vois dans la tragique histoire qui est la nôtre le déroulement d'une vengeance redoutable. Le mari connaîtra à son tour une soumission forcée, c'est-à-dire l'acceptation répétée de ce qu'il refuse ou de ce qui lui est insupportable. Il sera lui-même humilié et castré par rapport à l'homme idéal, une sorte d'autre absolu, un rival qu'il se doit de vaincre, de tuer. À travers l'exercice d'un despotisme sadique, la femme se rendra masculine. Et par son assujettissement, l'homme soumis deviendra féminin. Car tel est le but. Il s'agit pour la femme de castrer l'homme, c'est-à-dire s'emparer de son pouvoir et de le maintenir en état de dépendance. Mes chers enfants, je vois venir les critiques horrifiées à cette théorie qui défie toutes les connaissances établies,
et je ne vous demande pas de me suivre à tout prix dans ce raisonnement. Mais je veux dire ceci. La vie est souvent insupportable parce que nous la rendons concrètement insupportable. Nous ne sommes pourchassés par aucun démon, et nous n'avons qu'à redouter nos semblables et nous-mêmes. La faute incombe toujours aux autres. Je sais que je me prononce ici pour une souffrance jamais clairement exprimée par les hommes. Mais j'espère aussi avoir fait entendre la souffrance originaire des femmes. Je veux vous dire, libérez-vous des logiques de pouvoir auxquelles nous sacrifions la vie même, qui construisent un monde où certains valent tout et d'autres rien, qui rendent les êtres cruels et cyniques. Il n'y a pas de supériorité qui n'engendre l'infériorité, pas de divinité sans bras armés, et pas de paradis qui ne fasse désespérer de la vie. Mais les forces de l'engagement et de la volonté seront insuffisantes si nous ne considérons pas que l'humanité tout entière souffre d'une maladie de l'esprit. Notre fascination pour les objets fétiches, qui signifient notre puissance, est bien concrète. De même que pour la petite fille, la castration apparaît comme une réalité incontournable. Cette part d'aliénation, ce triste héritage que nous n'avons pas demandé, doit nous rendre compatissants les uns envers les autres. Mais il doit surtout nous éveiller à la nécessité de la transformation de nos processus internes. Nous devons nous modifier pour avoir une vie vivable. Nous ne pouvons nous fier à nos seuls sentiments, car ils seront emportés par une destinée déjà écrite. Je crois dans le lent cheminement de la culture que conduisent les hommes, dans le tourbillon chaotique et souvent régressif de l'histoire. Il les amène à franchir une à une les étapes d'un véritable progrès. Ce progrès est le questionnement que l'humain porte sur sa puissance, son identité, sa place dans le monde. Il a conduit à vos générations qui savent, au fond d'eux-mêmes, la dignité des êtres, la valeur d'un homme et celle d'une femme. La voie est tracée, limpide et claire, qui doit combattre les racismes et unir les humains. Bien du chemin reste à faire, en nous-mêmes et dans le monde. Déposez les armes, portez haut et fort l'étendard d'une humanité aimante et réconciliée. Aimez-vous, respectez-vous, vive l'amour. They could never love